Nous continuons avec des notions que vous venez de voir. On va les approfondir sur certains aspects. On va s'intéresser là essentiellement ou exclusivement même à la physiologie de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc quelques notions que vous avez juste vues, je pense, dans le cours précédent, mais je vais les rappeler pour ceux qui n'étaient pas là ou qui auraient déjà oublié. L'hypothalamus, c'est cette structure. C'est une structure qui est située à la base du troisième ventricule, qui comprend des cellules, des neurones qui sont très particuliers, puisque ce sont des neurones qui vont transmettre non pas un influx nerveux, mais qui vont libérer des facteurs hormonaux. Donc nous allons voir, ils sont de différents types, différentes actions. Sous l'hypothalamus existe une autre glande, qui est l'hypophyse. On va voir que c'est une glande complexe, vous venez de le voir, avec plusieurs parties. Et puis, il y a une relation entre les deux, une relation anatomique, une relation fonctionnelle. C'est-à-dire que le fonctionnement de l'hypophyse est sous le contrôle fonctionnel de l'hypothalamus. On va voir l'intérêt de ce système. Pourquoi il est nécessaire d'avoir une couche intermédiaire, si je puis dire, un système qui contrôle le fonctionnement de l'hypophyse. Donc on va voir successivement le fonctionnement de l'hypothalamus, les rapports avec l'hypophyse, puis le fonctionnement de l'hypophyse. Et puis on verra dans d'autres cours l'action de certaines hormones en périphérie. Donc c'est un schéma un peu plus agrandi de ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la cavité du troisième ventricule ici. Dans le plancher ici, donc il y a tous les neurones. Et puis cette glande qui est l'hypophyse. Donc vous voyez, l'intérêt de cette diapositive, c'est de vous montrer surtout, qu'il y a une jonction anatomique entre l'hypothalamus et l'hypophyse qu'on appelle la tige pituitaire, tige hypophysaire, dans lequel passent d'une part des neurones, des axones des neurones, de certains neurones, et puis des vaisseaux. On va décrire un petit peu un petit peu sur le plan anatomique, mais surtout sur le plan fonctionnel, la façon dont fonctionne cette circulation. Cette glande pituitaire est constituée de deux parties. En fait, ce sont deux glandes. Une partie antérieure et une partie postérieure. Elles ne sécrètent pas les mêmes hormones, elles ne sont pas régulées de la même façon, on va les étudier toutes les deux. Et puis un point que je vous signale, c'est que cette glande pituitaire, elle est prisonnière, en quelque sorte, dans une structure osseuse, au niveau de l'os phénoïde, ce qu'on appelle la selle turcique, ici. Ce qui veut dire que toute modification du volume de la glande peut avoir des conséquences désastreuses pour l'entourage. Soit pour la glande elle-même qui va se trouver comprimée, si certaines cellules se développent, d'autres vont être comprimées, je vous en dirai deux mots, soit vers un déplacement vers le haut, vers la tige pituitaire qui peut être comprimée, ou vers le chiasma optique qui est ici et qui est juste au-dessus. Donc voilà, vous reverrez en sémiologie ultérieurement dans les tumeurs de ces régions-là, mais gardez en tête donc cette organisation anatomique qui est importante. Sur le plan fonctionnel, donc cet axe hypothalamo-hypophysaire. Donc nous sommes là dans l'hypothalamus. Dans l'hypothalamus, je vous l'ai dit, il y a des neurones donc un peu particuliers. Certains de ces neurones, dits neurones magnocellulaires, c'est des neurones qui ont un très gros corps cellulaire. Ces neurones vont envoyer des axones relativement longs jusque dans la posthypophyse. Alors, ces neurones envoient un axone, non pas pour aller innerver une structure qui serait dans la posthypophyse, mais pour libérer des facteurs au sein d'un système capillaire. Ici, vous avez un système capillaire dans la posthypophyse. Les facteurs qui sont sécrétés par l'hypothalamus vont descendre le long de ce neurone et vont être libérés à ce niveau. Les facteurs libérés dans cette posthypophyse, donc vous voyez, en fait, le système de sécrétion est plus en haut. C'est là que c'est libéré, mais la sécrétion est hypothalamique, en fait. La libération se fait ici, et ces facteurs, au nombre de 2, on va les voir, vont agir à distance de l'hypophyse, en particulier sur le rein, sur les vaisseaux, éventuellement sur l'utérus. On va regarder ça rapidement tout à l'heure. Et puis, il y a un autre type de neurones, qui sont un aspect un peu différent, situés dans une autre partie
de l'hypothalamus, qui eux ont des axones beaucoup plus courts et qui vont libérer directement dans un système capillaire, ici juste au-dessus de l'hypothalamus, qui vont libérer des facteurs. Ces facteurs, ce sont les facteurs hypothalamiques. Ces facteurs hypothalamiques, eux, vont agir sur l'antéhypophyse. Ils sont libérés dans un système capillaire, ils rejoignent l'antéhypophyse via des veines, qui se résout à nouveau dans un système capillaire, donc c'est un système porte. Vous avez ici ce système porte, donc qui descend dans la tige pituitaire. Vous voyez que dans la tige pituitaire, vous avez à la fois des vaisseaux et vous avez à la fois des neurones, des axones, plus exactement, des neurones qui descendent. Toute interruption, bien sûr, de cette tige pituitaire va empêcher la synthèse correcte et le fonctionnement de la posthypophyse et le fonctionnement correct, voire la nécrose, de l'antéhypophyse. Ces facteurs libérés, ici, vont agir sur des cellules, on va voir ça en détail, de l'antéhypophyse, qui vont libérer à leur tour des facteurs, qui vont aller agir à distance sur des organes cibles. Et là, il y a différentes populations dont nous allons étudier les propriétés. Ce système, ces deux systèmes portent, enfin ce système porte plus exactement, et ce système de vascularisation capillaire de la posthypophyse sont en communication. Ce qui explique que certains facteurs hypothalamiques libérés par la posthypophyse peuvent interférer, peuvent moduler la libération de facteurs hormonaux par l'antéhypophyse et vice-versa. Donc il y a une sorte de dialogue ici en fonction des besoins de l'organisme. Je vais vous le décrire progressivement. C'est lié à cette jonction. Alors, nous allons commencer par étudier la partie la plus simple, je dirais, qui est la posthypophyse, qu'on appelle aussi neurohypophyse. Donc, je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Des neurones qui ont un corps cellulaire extrêmement gros, qui sécrètent en fait, qui sont comme des cellules sécrétantes, des cellules hormonales, un très long axone qui libèrent des facteurs dans un réseau capillaire. Cette neurohypophyse, posthypophyse, sécrète essentiellement deux facteurs. La vasopressine, qu'on va étudier un peu plus en détail aujourd'hui, qui est produite tout au long de la vie, dont le rôle est de contrôler, je ne sais pas si vous avez déjà fait, vous l'avez déjà fait, bon, donc je ne vais pas insister, mais enfin, donc, qui contrôle le bilan d'eau de l'organisme, la quantité d'eau en particulier que réabsorbe le rein, pas seulement, il y a des actions aussi sur des vaisseaux en parallèle. Et puis l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone qui n'est pas sécrétée qui est sécrétée à très bas niveau durant la vie, mais qui a des pointes essentiellement chez la femme, des concentrations d'ocytocine qui augmentent au cours de la grossesse et au cours de l'allaitement. L'ocytocine, on ne va pas l'étudier en détail aujourd'hui, l'ocytocine a pour fonction, au moment de l'accouchement, de provoquer la contraction de l'utérus, et au moment de l'allaitement, avec une autre hormone qui est la prolactine sécrétée par l'antéhypophyse, et je vais y revenir, va permettre la lactation, avec une contraction du mamelon, éjection du lait lors de la succion. Donc, nous allons là, essentiellement nous parler aujourd'hui de la vasopressine. Cette diapositive vous représente donc un neurones magnocellulaires, c'est-à-dire ces neurones qui sécrètent à la fois, enfin pas à la fois, qui sécrètent de la vasopressine ou de l'ocytocine. Ce ne sont pas les mêmes neurones, ces neurones sont spécialisés, ils sécrètent soit la vasopressine, soit l'ocytocine. Ce sont deux types différents et territoires un peu différents. Pour ce qui est de celui qui sécrète donc de la vasopressine, la synthèse de vasopressine, c'est un tout petit peptide. À la fin, c'est 9 acides aminés, la vasopressine, qu'on appelle aussi ACTH ou AVP, arginine vasopressine. Elle provient en fait d'un gène qui est gros et qui produit une première protéine qui contient en fait 164 acides aminés. Production dans le noyau, passage dans l'appareil de Golgi avec une maturation qui se fait, donc, que je vous ai représenté ici. Donc vous voyez 3 exons, une protéine qui fait 164 acides aminés qui est appelle la préprovasopressine avec un peptide signal. Ce peptide signal donc, permet l'entrée dans le Golgi, dans le système de sécrétion, libération
du peptide signal, glycosylation de la protéine, qui ensuite est excrétée dans des granules sous forme de provasopressine, dans des granules et qui vont descendre tout le long de l'axone jusqu'au système capillaire, dans des granules qui suivent donc un réseau tubulaire. Et dans cette descente vers l'extrémité de l'axone, il y a une maturation de la protéine. Maturation qui fait que cette provasopressine va d'abord être clivée en trois peptides beaucoup plus petits. Donc c'est représenté ici. Ces peptides sont l'arginine vasopressine, donc proprement dit, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la neurophysine 2, dont on ne parlera pas, qui n'a pas d'intérêt pour nous aujourd'hui, et un petit peptide qui n'a pas d'intérêt physiologique, mais qui a un intérêt de dosage, qu'on appelle le glycopeptide ou copeptide. La copeptine, c'est un petit peptide de 39 acides aminés. Donc ce système est clivé, le provasopressine est clivé. Il y a ensuite un réassemblage de l'ensemble de cette structure que je vous ai représentée ici, de façon à protéger et agréger ce petit peptide qui sinon est très fragile. Alors la neurophysine est en fait une sorte de protéine cargo. Elle sert à transporter et à assurer la cohésion de ce tout petit peptide et à ce qu'il ne soit pas dégradé, à ce qu'il ne s'enfuit pas des vésicules. Lorsque les vésicules atteignent l'extrémité de l'axone, il y a libération de ces peptides. Alors cette libération, on va voir comment elle se fait sur la diapositive suivante, elle dépend des besoins de l'organisme. Ce n'est pas un flux continu. Où il n'y a pas de sécrétion, et le niveau, la quantité de vasopressine qui est sécrétée dépend de stimuli qui vont arriver à la cellule, en particulier l'osmolalité. On va voir comment un neurone est capable de sentir l'osmolalité et d'induire une sécrétion hormonale. Donc ces vésicules peuvent soit s'accumuler à l'extrémité du neurone, soit libérer de l'arginine vasopressine. Alors quand on libère de l'arginine vasopressine, elle passe dans le système capillaire, elle va aller agir sur le rein. On libère en même temps, bien sûr, de la neurophysine, qui ne nous intéresse pas, mais 2 mots simplement de la copeptine. Alors, l'arginine vasopressine est un tout petit peptide, donc, et qui est difficile à doser, difficile à détecter, qui a une demi-vie relativement courte. Il est donc parfois difficile de savoir dans certains états pathologiques que vous étudierez plus tard s'il y a un niveau de sécrétion d'arginine vasopressine important. Des fois, on a du mal à la détecter du fait de il y a peu d'épitopes, donc pour faire vous avez des notions de dosage déjà. Souvent, on fait des dosages à l'aide d'anticorps que l'on fabrique sur les deux extrémités, sur 2 parties d'un peptide, et c'est par différents systèmes qu'on verra par exemple quand on fera les hormones thyroïdiennes, eh bien, on est capable de détecter, puis vous le reverrez en TD, on est capable de détecter les protéines. Mais bien sûr, sur un tout petit peptide comme ça, c'est difficile d'avoir quelque chose de fiable. Donc, ce que l'on mesure parfois, on essaye de mesurer l'AVP, mais quand on a des doutes, on peut mesurer la copeptine, ou le glycopeptide, qui lui, d'abord, est beaucoup plus grand, donc c'est plus facile à doser, et deuxièmement, a une demi-vie beaucoup plus longue. Alors, il ne nous donne pas une information sur la quantité d'AVP qui a été dosée, qui vient d'être libérée, mais plutôt c'est une sorte d'intégration sur la journée, sur les dernières heures de la sécrétion de vasopressine. Donc voilà en quoi il est intéressant, pas tellement pour un rôle physiologique, mais simplement pour le médecin, pour éventuellement avoir recours à des systèmes de détection de l'arginine vasopressine. Qu'est-ce qui déclenche cette libération de vasopressine par le neurone? 2 facteurs principaux, l'hyperosmolalité, hypernatrémie, et puis l'hypovolémie. Donc quand la volémie change, les signaux qui vont venir dire aux neurones qu'il faut libérer de la vasopressine proviennent de l'hypothalamus, d'autres sensors de la volémie qui sont répartis dans l'organisme et qui viennent moduler ici l'activité électrique de cet axone. Pour ce qui est de l'osmolalité, en revanche, c'est cet axone directement qui va détecter les variations d'osmolalité. Donc c'est au niveau de l'hypothalamus qu'on est capable de détecter des variations d'osmolalité et déclencher ou non
la sécrétion d'arginine vasopressine. Alors comment est-ce que ça se fait? Vous voyez ici donc ce neurone magnocellulaire, ici, qui sécrète à l'état basal un peu d'arginine vasopressine. Pourquoi? Parce qu'il a un canal qui est exprimé à sa surface, qu'on appelle TRPV1, qui laisse rentrer des cations. Et cette entrée de cations entraîne des spikes de dépolarisation. Et en fonction de le nombre de spikes, eh bien, on libère plus ou moins, donc qui se propage tout le long de l'axone jusqu'à la partie terminale, et qui permet la fusion d'un certain nombre de granules contenant l'arginine vasopressine et libération donc à l'état basal d'arginine vasopressine. Alors, quels sont je vous ai dit, les stimulants, qu'est-ce qui stimule cette sécrétion? Je vous ai dit que c'est l'osmolalité plasmatique. Vous voyez que chez un sujet, lorsqu'on augmente l'osmolalité plasmatique, eh bien, on augmente la concentration de vasopressine. Comment se fait cette liaison? Elle se fait du fait que lorsque le milieu est hypertonique, vous l'avez vu en biologie cellulaire, le volume de la cellule, pour équilibrer l'osmolalité des deux côtés, quand c'est hypertonique, de l'eau sort de la cellule pour que la tonicité à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule soit la même. Donc elle diminue son volume. En diminuant son volume, elle diminue la tension qui existe sur sa membrane. Ce canal ici, TRPV1, est sensible à l'étirement, au stretch. Et donc quand il y a moins d'étirement, il augmente sa probabilité d'ouverture, on augmente le nombre de spikes, et donc on augmente ici la libération de vasopressine. À l'opposé, dans un milieu qui est hypotonique, eh bien, la cellule fait rentrer de l'eau pour équilibrer l'osmolalité intra-extracellulaire, et le stretch ici augmente. Dans ce cas, le canal se ferme, il n'a plus d'activité, il y a moins de spikes, et on libère moins de vasopressine. Donc c'est ce lien qui se fait entre les deux. Alors, ce set points qui relie la quantité de vasopressine à l'osmolalité peut varier un petit peu pour chacun d'entre nous, mais en général, il est fixé chez un individu en fonction de différents critères, et donc on a une relation, une osmolalité plasmatique qui, normalement, dans les conditions standards, s'il n'y a pas d'autres pathologies, reste constante. Cette libération d'arginine vasopressine, bien évidemment, va agir sur le rein, vous voyez, et va permettre d'augmenter la réabsorption d'eau en augmentant l'osmolalité urinaire augmente parce qu'on réabsorbe plus d'eau au niveau du rein. Cette eau que l'on réabsorbe permet de lutter contre l'hypertonicité et de ramener les choses à la normale. Donc, nous avons un contrôle également, enfin on va passer, donc on va laisser là de côté la post-hypophyse maintenant, on va passer maintenant à l'antéhypophyse. Donc pour l'antéhypophyse, nous avons là encore des neurones qui sont situés toujours donc, dans le plancher du troisième ventricule, mais dont l'axone s'arrête dans le réseau capillaire qui se situe dans la tige pituitaire. Donc à distance des cellules sur lesquelles les facteurs libérés vont agir. Les facteurs vont agir donc sur l'antéhypophyse. Dans l'antéhypophyse, il y a plusieurs types cellulaires, dont vous avez déjà probablement entendu parler juste dans le cours d'avant, mais qu'on va redévelopper, qui vont libérer chacun des facteurs spécifiques qui ensuite iront agir à distance et, sur différents organes. La libération donc, de ces facteurs dépend de différents éléments au niveau hypothalamique. Je vais vous montrer différents éléments qui peuvent intégrer, qui peuvent faire décharger. Donc là, ce n'est pas l'osmolalité, ça n'a plus rien à voir, qui va permettre de décharger, mais suivant le même principe. Ce sont des neurones, donc on modifie l'activité électrique de ces neurones et on libère la sécrétion, la libération donc, de ces facteurs. La seule chose, c'est qu'ils sont libérés dans ce réseau capillaire plus haut que de ce que je vous ai décrit précédemment. Donc ceci vous représente la façon dont fonctionne le système. Nous avons l'hypothalamus. L'hypothalamus va libérer un certain nombre de facteurs que je vous ai représentés ici. Ces facteurs vont agir sur l'antéhypophyse. Donc quels sont ces facteurs? Vous voyez qu'il y a des facteurs activateurs. La majorité des facteurs libérés par l'hypothalamus sont des facteurs activateurs. Nous avons, alors vous devez bien sûr connaître tous ces facteurs, le CRH, la corticotropine, qui, in fine,
en agissant sur l'anti-hypophyse, va stimuler la libération d'ACTH. On verra l'ACTH plus tard, tout à l'heure. Vous avez ensuite la thyrotropine, ou thyroid releasing hormone, qui agit sur l'anti-hypophyse et qui libère donc de la TSH. Vous avez la gonadotropine, la GnRH, qui va contrôler au niveau de l'anti-hypophyse la libération de FSH et de LH, deux hormones qui agissent sur les organes, soit sur les ovaires, soit sur les ovaires et sur les testicules, suivant le genre. La GHRH, qui est la growth hormone releasing hormone, donc qui est une hormone qui va permettre le relargage par l'anti-hypophyse de la GH. Donc tout ça, ce sont des facteurs activateurs. Et puis vous avez deux facteurs qui sont des facteurs inhibiteurs. Vous avez la somatostatine, qu'on appelle aussi le SRIF, qui vient inhiber la libération de GH. Donc le GH a à la fois un système activateur et inhibiteur. Et puis la dopamine. La dopamine est libérée et inhibe la sécrétion de prolactine. À l'état basal, en fait, s'il n'y avait pas de dopamine, de libération de dopamine, il y aurait libération de prolactine. La prolactine, on va le voir, c'est l'hormone qui est responsable de la lactation. Alors, un certain nombre de pathologies ou d'anomalies peuvent aboutir à la production de prolactine en dehors des conditions normales. Un des éléments que vous aurez à pouvoir à gérer éventuellement, c'est la prise, par exemple, de médicaments antidopaminergiques. C'est ce que l'on voit, par exemple, en psychiatrie. Beaucoup de neuroleptiques ont des activités antidopaminergiques. Un des effets secondaires de ces médicaments, c'est éventuellement de donner une galactorée. Pourquoi ? Parce qu'elles augmentent la sécrétion de prolactine. Et il a été décrit même que, on va le revoir tout à l'heure, que le fait de faire sécréter de la prolactine par des cellules, qui avec une tendance des fois à l'hypertrophie du nombre, et une augmentation du nombre de cellules, plus exactement, de cellules qui sécrètent de la prolactine, dans un système dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était contraint, peut amener des désordres hormonaux sur le reste de la glande de l'antihypophyse. C'est clair ce que je vous dis? Vous comprenez ce que... Donc vous voyez que ce point ici est relié à différents éléments, ça a différentes conséquences. Donc on n'étudiera pas tout ça aujourd'hui, bien évidemment. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un système qui contrôle l'antihypophyse? Quel est l'intérêt d'avoir un système d'un étage supérieur comme l'hypothalamus pour contrôler l'antihypophyse? L'intérêt, c'est de relier en fait le fonctionnement de sécrétion hormonale de l'hypophyse au reste, à notre environnement, au reste de l'organisme. Pourquoi? Eh bien, un certain nombre d'hormones, que ce soit des hormones terminales sur les organes terminaux ou bien au niveau de l'antihypophyse, ne sont pas sécrétés de façon continue. Ils sont sécrétés soit de façon pulsatile, soit suivant des cycles. Ce système dépend éventuellement du système horaire. On a besoin d'être en connexion avec la lumière, avec ce qui nous entoure, et c'est l'hypothalamus qui fait cette intégration. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. C'est grâce à ce contrôle, parce que ces facteurs ici ne vont pas être sécrétés de façon continue. Et le fait d'avoir des facteurs qui ne sont pas sécrétés de façon continue, à une intégration au niveau de l'antihypophyse, on va pouvoir contrôler chaque système ici, le niveau de sécrétion, mais la façon dont il est sécrété, nous allons voir les exemples au cours de ce cours. Et puis, cela nous relie également avec le monde extérieur. Les hormones que nous sécrétons ne sont pas indépendantes de ce qui se passe autour de nous. Le stress, le froid, la faim nécessitent que l'on reprogramme, si je puis dire, que l'on modifie notre façon de sécréter les hormones. Et tout ceci se fait grâce à l'intégration au niveau de l'hypothalamus. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'on a des tumeurs éventuellement de l'hypothalamus, quand on fait un accident vasculaire cérébral et que l'hypothalamus peut être atteint, on peut voir des dérèglements hormonaux, alors qu'a priori on peut se demander pourquoi on a ces modifications. Voilà, ceci passe par l'hypothalamus, parce que c'est un point extrêmement important pour avoir ce contrôle fonctionnel de l'hypophyse. Donc ceci vous résume ce que je viens de vous dire. Nous avons un hypothalamus antérieur, alors méfiez-vous, c'est le salarus. L'hypothalamus antérieur, bien sûr, il contrôle l'hypophyse postérieure, ce sera trop simple, et avec des neurones donc, qui passent directement de l'hypothalamus jusqu'au système capillaire,
et qui vont agir à distance. Ce que je viens de vous décrire brièvement, donc ces autres neurones qui sécrètent dans la tige pituitaire des facteurs qui passent dans un système porte, qui sont libérés, qui arrivent au contact de l'antéhypophyse. L'antéhypophyse, donc ça c'est ce que vous voyez en blanc. Ces facteurs stimulent, contrôlent de façon donc indépendante. Chaque neurone ici ne sécrète qu'un type de facteur. C'est-à-dire qu'on ne libère pas en même temps tous les facteurs, vous avez bien compris. Chaque facteur hypothalamique est sécrété spécifiquement par un type de neurone. Donc on contrôle chaque type cellulaire, chaque sécrétion de chaque type cellulaire de façon indépendante. Ces facteurs sont relargués dans cette circulation et vont agir à distance sur des organes. On va en voir certains aujourd'hui, puis d'autres dans les prochains cours. Donc ça, c'est simplement pour vous redonner ce que je vous disais tout à l'heure, cette vision de l'hypothalamus. À quoi ça sert, l'hypothalamus? Ça sert à régler et à organiser nos sécrétions hormonales avec le reste de notre environnement. Et vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants. La vision, la rétine, on a ce qu'on appelle des rythmes circadiens. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Il est important, la sensation de lumière est important dans notre façon de sécréter les hormones. Ce qui veut dire que, bien évidemment, cela sous-entend que non seulement on peut avoir des modifications durant la journée, mais en fonction des saisons. Et en fonction de l'endroit du monde, même où on se trouve, en fonction des saisons. Il y a des endroits, bien sûr, où il fait nuit plus souvent que dans d'autres endroits. Ce qui a des conséquences, effectivement, vous l'avez probablement entendu, sur, par exemple, le niveau de dépression et le nombre de dépressions qui existent dans certains pays par rapport à d'autres. C'est dû au fait que l'hypothalamus donc, intègre ces éléments. Les sécrétions même hormonales sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre enfin extrêmement différents, je parle dans leur rythme et leur intensité, en fonction donc, de notre environnement. Donc l'œil joue un rôle important. Nous avons également toutes les émotions. Les gens qui vivent dans le stress sont capables de modifier leur sécrétion hormonale. Alors, on le sait, par exemple, des stress intenses, que ce soit dû au travail, que ce soit dû à la guerre ou ce qui se passe autour, sont capables de modifier nos sécrétions hormonales, de déclencher, alors on le reverra, que ce soit des anomalies au niveau de la thyroïde, et ça intervient via l'axe hypothalamo-hypophysaire, par exemple, que ce soit l'arrêt des règles chez les femmes, là encore, dérèglement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ceci est dû à l'intégration de tous ces éléments avec sécrétion de systèmes inhibiteurs par l'hypothalamus. La douleur est un point important lorsqu'on fait des dosages hormonaux. Il faut s'assurer que les patients, lorsque les patients souffrent, un certain nombre d'hormones, je vais vous en citer quelques-unes, sont modifiées par l'existence ou non de la douleur. Ce qui veut dire que dans les conditions dans lesquelles vous le faites, vous ne pourrez pas interpréter vos dosages de la même façon. La chaleur, bien évidemment, voilà. Je ne vais pas tous vous regarderez, mais globalement, tout ça, c'est lié à l'importance de l'hypothalamus et ça a des conséquences sur la façon dont on interprète les dosages, bien évidemment, chez des patients. Alors, je vais vous décrire brièvement la façon dont agissent certains de ces facteurs. Certains agissent donc sur des récepteurs à 7 domaines transmembranaires. C'est le cas de la TRH, donc ce qui va contrôler la sécrétion de la TSH au niveau de l'hypophyse, de l'hypophyse, je dis bien. Donc la TRH qui est libérée par l'hypothalamus se fixe sur un secteur donc spécifique à 7 domaines transmembranaires. Pour la CRH, donc qui contrôlera la sécrétion d'ACTH, c'est également le cas, donc même système. Voilà, il y a un récepteur à 7 domaines transmembranaires, on va voir que ce n'est pas vrai pour tous, mais un système classique, avec des agonistes ici, des récepteurs qui vont être sensibles éventuellement à des stimulants ou des systèmes inhibiteurs, et puis libération, action, donc sur un récepteur. Pour la forme un tout petit peu plus compliquée que je vous ai dit de la GH, je vous ai dit tout à l'heure que la GH était une structure qui était une hormone qui était synthétisée, mais qui avait à la fois des agonistes et des antagonistes, c'est-à-dire qu'on pouvait à la fois soit stimuler, soit augmenter sa synthèse, soit diminuer, inhiber sa synthèse, par l'intermédiaire soit de la somatostatine, je vous ai dit SRIF, ou par l'intermédiaire donc du GHRH, eh bien, vous voyez que c'est un système qui est effectivement très complexe. On reviendra à plusieurs reprises sur la GH, puis dans d'autres cours.
La GH est une hormone très importante qui n'est pas importante que chez l'enfant. Le système fonctionne de la façon suivante. Il y a des neurones inhibiteurs qui sont directement, qui libèrent directement donc la somatostatine dans le système capillaire hypophysaire pour aller agir au niveau de l'hypophyse sur des récepteurs particuliers, donc qui viennent inhiber directement par l'hypophyse la synthèse de GH. Mais il y a également la somatostatine contrôle également la synthèse de GHRH. Il y a un système, donc c'est un système assez puissant de contrôle. La GHRH, au contraire, lorsqu'elle est relarguée, va agir pour stimuler la sécrétion de GH par l'hypophyse. D'accord ? Donc voilà, des systèmes, là un système un peu plus compliqué d'intrication, mais on verra que la sécrétion d'hormones de croissance est quelque chose d'un peu complexe au cours de la vie, dans les différentes étapes de la vie. Donc, il est nécessaire, je le disais, beaucoup des hormones, la plupart, enfin même toutes les hormones qui sont sécrétées par l'hypophyse ne sont pas sécrétées de façon constante. Elles sont sécrétées même au cours de la journée avec des rythmes très particuliers, et ceci grâce, et en rapport avec notre activité, ceci donc grâce à l'hypothalamus. Alors on distingue ainsi plusieurs types de périodicité. On a des périodicités circaurales, c'est-à-dire sur plusieurs heures. Au bout de toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, on peut avoir des pics. Je vous montrais pour la FSH, par exemple, des exemples tout à l'heure. Et ça va modifier l'activité des hormones. L'effet d'avoir des hormones à plat, comme ça, sécrétées de façon continue ou par pic, modifie complètement les effets des hormones. Il y a des effets des cycles dits circadiens, c'est-à-dire qui reviennent tous les jours de la même façon. On va le voir, par exemple, si on prend une hormone terminale comme le cortisol, eh bien, comme je vais vous montrer tout à l'heure, le cortisol, il est maximal le matin, minimal le soir. C'est comme ça. S'il y a des dérèglements, en revanche, dans certaines pathologies, c'est déréglé. C'est une façon de faire le diagnostic indépendamment du niveau. Vous voyez que ce ne sont pas seulement les concentrations qui sont importantes, mais c'est la façon dont varient aussi les concentrations. Et puis on en a, comme je vous le disais, des variations qui se font sur des semaines, des mois, enfin au cours de l'année. Comme je vous le disais, c'est en particulier cette liaison que l'on a avec notre environnement en termes de lumière et de chaleur. In fine, beaucoup de fonctions ne sont pas constantes au cours de la journée. Je vous ai mis quelques exemples ici de fonctions. Alors, je ne vais pas vous faire le rapport avec chacune des hormones pour chacune, simplement pour que vous les gardiez en tête quand vous les réétudierez. La température corporelle, on vous dit la température c'est 37, en fait la température c'est pas exactement 37, ça varie. Ça varie au cours du temps, et là encore, on s'intéresse de plus en plus à ces variations qui sont associées, ces pertes de variation sont associées des fois à des pathologies. C'est vrai pour l'urine. Le volume urinaire est minimal la nuit. D'accord ? Les gens qui se lèvent, alors il y a différentes causes pourquoi on peut se lever la nuit plusieurs fois pour faire pipi, mais enfin, il peut y avoir des anomalies en particulier cérébrales, mais sinon ça peut être aussi des anomalies rénales, enfin, vous étudierez ça plus tard. Le flux cérébral. Le flux cérébral augmente la nuit, il ne diminue pas, le cerveau travaille la nuit en fait. Et la pression artérielle, la pression systolique baisse au cours de la journée, elle remonte au cours de la nuit. Ça aussi, c'est un point important. Un des premiers signes de l'hypertension artérielle, généralement, c'est pas tant que la pression artérielle commence à monter, c'est un des signes, mais c'est surtout qu'on perd ce rythme. Et on perd ce rythme parce qu'on perd ses capacités de régulation, et c'est généralement un signe d'alerte pour commencer éventuellement à traiter ou au moins surveiller les gens. Toutes ces fonctions, alors ça ne correspond pas, ce que je vous ai mis, les fonctions ne correspondent pas aux hormones, c'est pour vous montrer, mais toutes ces fonctions qui varient correspondent à des modifications de sécrétion hormonale. Donc je vous ai mis quelques exemples de sécrétion hormonale qui varient au cours de la journée. La mélatonine, par exemple, qui a un pic en nocturne. Et vous savez que quand on voyage, par exemple, vous avez peut-être vu ça, les gens qui voyagent, qui traversent plusieurs fuseaux horaires de façon et qui se trouvent décalés, pour essayer de se recaler, une façon de prendre, c'est de reprendre de la mélatonine, pour essayer de se recaler. On utilise aussi la mélatonine pour traiter certains désordres psychiatriques. Ça permet de calmer. Voilà. Pourquoi ? Eh bien parce que on perd, quand on se déplace comme ça, on perd ce système circaural ici, et ça produit des modifications de notre comportement. Le cortisol, je vous le disais, le cortisol est minimal le soir, il est maximal le matin à 8 heures. La thyrotropine, également, la TSH,
va être maximale durant la nuit. Et puis l'hormone de croissance, vous voyez, c'est complexe en fonction si on est un enfant, pas un enfant. Chez l'enfant, alors chez un adulte, on a des pics. Hein, vous voyez que c'est pas du tout constant au cours de, c'est en noir hein, chez l'adulte. Il n'y a pas du tout de concentration continue d'hormones de croissance. Il y a des pics et ils sont importants ces pics. Mais vous voyez que chez l'enfant, ils sont encore plus importants, plus élevés enfin en niveau. Et en plus, ils surviennent essentiellement la nuit. Et cette pulsatilité de l'hormone de croissance qui survient la nuit est extrêmement importante pour la croissance. Et c'est probablement pour ça, là encore, que vous avez entendu dire qu'un enfant, que les enfants, et ce que l'on observe, un enfant qui a des troubles du sommeil, qui n'arrive pas à bien dormir, est un enfant qui grandit pas bien. Un des signes, un des troubles de la croissance, quand on a des troubles de la croissance, pourquoi est-ce que l'on regarde le sommeil ? Parce qu'a priori, ce n'est pas d'une évidence, eh bien du fait que quand le symptôme trouble de la croissance, ça recouvre plein de choses, mais ça peut en particulier être lié à des troubles du sommeil qui empêchent donc la synthèse d'hormones de croissance et le développement de l'enfant. Donc tout ça, c'est lié au fait que l'hypothalamus, par ces facteurs, contrôle la fonctionnalité de l'hypophyse, de l'antihypophyse. De façon, là je dirais, extrêmement rustique, on va dire, basique. Comment marchent un petit peu ces systèmes, mais vous l'avez peut-être déjà vu, vous avez peut-être déjà des cours sur les rythmes circadiens, non? Vous n'avez pas eu? Ou vous les aurez peut-être, enfin, de façon très basique, chez la drosophile, c'est un tout petit peu plus compliqué chez l'homme, mais le principe, globalement, est un peu le même. Comment fonctionne, hein, simplement pour vous donner une idée, eh bien voilà, il y a des protéines, ici c'est clock et cycline, bon voilà, peu importe, qui s'associent, qui sont sécrétées donc, par la cellule au niveau de l'hypothalamus, qui viennent se fixer, qui sont comme des facteurs de transcription, hein, qui viennent se fixer sur un e-box, un système qui permet la transcription, et qui vont permettre la transcription puis la traduction de protéines. Ici, c'est Per et Tim chez la drosophile. Ces protéines sont sécrétées dans le cytoplasme. Dans le cytoplasme, elles vont être modifiées, peuvent être phosphorylées. Et en se phosphorylant, ces protéines, donc qui sont sur des gènes différents, là c'est pour simplifier qu'elles sont sur le même, mais peuvent s'associer. Et en s'associant, elles peuvent, donc elles se modifient, elles sont phosphorylées, il y a des enzymes particulières qui interviennent, peu importe. Elles peuvent ici repasser dans le noyau. En repassant dans le noyau, ce complexe-là peut, par retour, si vous voulez, se fixer au complexe clock et cyc, ici, et le déplacer de l'enhancer, du système et du promoteur. De ce fait, il y a un arrêt de la production de ces protéines. Puis, il y a une destruction ici, et comme elles sont détruites, ces protéines, le système se dissocie, de nouveau le système est libre, et d'autres protéines peuvent reprendre la place, et le système, voilà. La vitesse à laquelle se fait ce système de rotation est un point important pour déterminer le système circadien, enfin, ou le système, disons, répétitif de la sécrétion hormonale. Donc, en gros, de façon très simple, vous voyez, c'est un système simplement qui se contrôle lui-même, et on voit bien que dans un neurone, comme je vous avais parlé tout à l'heure, si on modifie les sécrétions, si on modifie l'activité de ce neurone, on va modifier cette activité et on peut perturber le rythme de sécrétion d'une hormone. Alors, ces facteurs hypothalamiques sont sécrétés, mais comme ce sont des hormones, donc si ce sont des hormones, ça veut dire par définition qu'il y a un système de rétrocontrôle. Hein, elles ne sont pas sécrétées comme ça et puis on ne s'occupe plus de ce qui se passe. Donc le rétrocontrôle est multiple, à plusieurs étages. Il y a bien sûr, à partir de l'hypothalamus, des facteurs qui vont contrôler directement par rétrocontrôle leur sécrétion. Ils agissent sur l'hypophyse. Certains facteurs hypophysaires, par retour, inhibent la production du facteur. Donc c'est une voie courte, classique, que vous connaissez. Et puis, il y a des systèmes un peu plus complexes. Il y a des systèmes où c'est la production d'hormones d'aval. Donc, on le verra pour les hormones thyroïdiennes, puisque j'ai entendu qu'on vous en parlait tout à l'heure, mais on le verra pour d'autres hormones, où ces hormones sont capables de venir agir directement sur l'hypophyse par rétrocontrôle ou sur l'hypothalamus, pour contrôler in fine, donc le facteur hypothalamique est contrôlé aussi par l'hormone finale,
ou le système de production final à partir de substances, de tissus cibles ou de glandes endocrines. Donc il y a différents types de régulation. On les verra, pour certains d'entre eux, je vais vous en décrire certaines, donc des niveaux de boucle extrêmement différents. C'est parce que tous ces systèmes-là fonctionnent en même temps qu'il y a un équilibre. S'il y a une rupture quelque part sur un de ces rétrocontrôles, eh bien, on voit des conséquences pathologiques, ou c'est ce qu'on voit en pathologie. Quelques caractéristiques générales donc, de ces hormones hypothalamiques, de ces releasing hormones, c'est premièrement le fait, comme je vous le disais tout à l'heure et je vous expliquais pourquoi, c'est leur sécrétion pulsatile. Je vous expliquais chez la drosophile comment ça fonctionnait. Leur deuxième effet, c'est quand j'ai tous les facteurs hypothalamiques, ce qui ne va pas être vrai pour les facteurs hypophysaires, agissent sur des récepteurs membranaires à 7 domaines transmembranaires. Et ils agissent en stimulant des voies tout à fait classiques, l'AMP cyclique, les phosphodiesterines et le calcium cytosolique. Troisième caractéristique, ils ont une action courte, rapide. En général, c'est en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, ce n'est pas des hormones qui sont faites pour durer. Donc, libération dans le canal porte, dans le système porte de l'hypophyse, action directe sur l'hypophyse, il n'y a pas de rémanence. Tout repart rapidement, tout est détruit rapidement. Ces effets, ça sont assez classiques. Les facteurs de croissance, les facteurs hypothalamiques vont permettre soit la libération d'hormones hypophysaires déjà libérées, d'accord, classique, mais ils agissent également sur le niveau de synthèse et de transcription au niveau hypophysaire. Je ne vais pas tout vous détailler, mais il y a vraiment différents niveaux d'intégration, ce qui veut dire, le corollaire c'est du dessous, c'est que si on a des anomalies de sécrétion, alors ce sont des maladies rares mais qui existent, lorsqu'on a des anomalies de sécrétion de ces facteurs hypothalamiques, on peut induire une hypertrophie ou une hyperplasie de cellules cibles hypophysaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ça peut aller aussi, ça peut être l'inhibition d'un facteur inhibiteur, la dopamine, si on modifie la sécrétion de dopamine, mais ça peut être aussi une augmentation de libération d'un de ces facteurs. Dans ce cas, on peut voir des modifications de l'hypothalamus, de certaines, pas de tout de l'hypophyse, de l'antihypophyse, pas de toutes les cellules de l'antihypophyse, mais des cellules qui sont spécifiquement contrôlées par ce facteur, voire hypertrophie de ce type de cellules, et avec conséquence sur la pression qui peut exister au niveau de l'hypophyse. Voilà. Alors la plupart de ces facteurs c'est tout petits peptides en général, et c'est synthétisé un peu comme je vous l'ai montré pour l'arginine vasopressine, mais ce sont des pré-pro-hormones qui sont ensuite clivées. Donc il existe évidemment des anomalies éventuellement, des mutations dans les systèmes qui permettent le clivage. La plupart, je vous l'avais dit, sont activateurs. Il n'y en a que deux qui sont inhibiteurs, c'est le STRIF et la dopamine. Bon, là, un petit problème, mais enfin vous arriverez à lire. Le point important pour ces facteurs hypothalamiques, je vous ai mis tous les facteurs hypothalamiques et ce qu'ils contrôlaient en physiologie et avec, entre parenthèses, quand c'est un contrôle qui n'a lieu qu'en pathologie, je vous l'ai indiqué. Donc vous avez le TRH. TRH contrôle la TSH. Je vous ai mis ça en pathologie parce que vous pouvez le trouver dans la littérature, que des fois, la TRH, qu'on peut contrôler la prolactine ou la GH. Ça n'est vrai que dans des conditions pathologiques. Donc la TRH contrôle la TSH. Le GnRH contrôle la LH et la FSH. Elle ne contrôle la GH qu'en pathologie, sinon c'est la LH et la FSH. Le CRH, pour la corticotropine, contrôle la CTH, la GHRH, la GH, voilà. La somatostatine, alors ça c'est pour la GHRH, c'est stimulant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La somatostatine ou SRIF, c'est un inhibiteur qui concerne la GH, la prolactine essentiellement, et dans une moindre mesure la TSH et la CTH. Et vous voyez là un système donc d'effet un peu plus large. La somatostatine, c'est quelque chose qui a vraiment un effet essentiellement sur la GH, mais la GH est une hormone qui nécessite d'autres hormones pour agir, donc le SRIF coordonne un peu tout ça. La dopamine contrôle essentiellement la prolactine, et en pathologie, là encore, dans des anomalies, lorsqu'il y a des sécrétions anormales ou des inhibitions anormales, ça modifie la sécrétion de GH, d'où des effets de la répercussion aussi pour la croissance chez l'enfant.
Rapidement, donc on va voir tous ces facteurs rapidement, voir par quoi ils sont contrôlés, parce que les facteurs hypothalamiques ont aussi des systèmes de contrôle. Donc la TRH, je vous l'ai dit, va agir sur contrôle la TSH essentiellement, stimule la TSH, la sécrétion de TSH, qui elle-même agira sur la thyroïde et sur les hormones thyroïdiennes, on verra ça plus tard. Le point ici, c'est simplement pour vous indiquer que ce qui relie, ce qui influence la sécrétion de TRH, c'est en particulier, alors il y a deux choses, il y a d'une part les excitants, comme la cocaïne et les amphétamines, et c'est un des facteurs par lesquels ils agissent. Ils ont beaucoup de systèmes d'action, mais en particulier, ils augmentent la libération de TRH, donc de TSH, donc d'hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, on le verra, augmentent le métabolisme et participent à cet état d'excitation un petit peu. Et bien voilà, la cocaïne et l'amphétamine stimulent la sécrétion de TRH. Donc il y a un effet sur la sécrétion de TSH. Le froid, également, en fait, va stimuler la sécrétion de TRH. En fait, ce qui se passe, pourquoi ça le stimule? Parce que ça inhibe un système inhibiteur, pour faire les choses courtes. Hein. C'est-à-dire que vous avez la T3, T4 qui sont les hormones thyroïdiennes, qui agissent au niveau de l'hypothalamus et qui normalement exercent un rétrocontrôle sur la TRH. Quand il fait froid, on libère on stimule le système alpha-adrénergique, stimule les récepteurs alpha-2, et ce système vient inhiber ce rétrocontrôle. Autrement dit, quand il fait froid, l'hypothalamus est moins sensible aux hormones thyroïdiennes qui circulent, ce qui permet d'en synthétiser plus. Et les hormones thyroïdiennes sont extrêmement importantes pour augmenter la chaleur et le métabolisme cellulaire. Donc c'est un système, là encore, vous voyez, c'est grâce à l'hypothalamus qu'on est relié, à notre environnement et que l'on peut corréler, lutter contre le froid, en particulier en stimulant la TSH. Pour ce qui est du CRH, de la même façon, donc le CRH stimule et produit la sécrétion d'ACTH qui va agir sur les glandes surrénales. Les points que je voulais vous indiquer ici, donc les systèmes qui contrôlent, je vous l'ai dit, il y a la somatostatine, il y a la dopamine, enfin il y a différents éléments, mais je voulais insister sur deux points ici. Un, sur le fait, pour vous donner une idée, parce qu'on l'utilise comme test, là, c'est pas que en physiologie, on l'utilise en clinique, c'est la vitesse à laquelle on voit la réponse à une injection. Si on injecte du CRH, par exemple, au temps 0, vous voyez que la CTH arrive à un pic de 30 minutes et que l'effet sur l'organe final, qui sont les surrénales ici, les corticosurrénales, survient en 60 minutes. Hein. Donc ça, c'était pour vous donner cette notion. Le cortisol, lui, normalement, lorsqu'on sécrète de CRH, ça aboutit à la CTH, le cortisol en moins d'une heure, et hop, retour de façon à inhiber la synthèse de CRH et maintenir le niveau de cortisol en fonction des besoins. Mais ces besoins sont modulés, je vous l'ai dit, par l'environnement, grâce à des systèmes d'intégration et de sécrétion de différents facteurs. Comment se fait, donc c'était le deuxième point sur lequel je voulais insister, comment se fait ce rétrocontrôle? Donc à titre d'exemple, je ne vais pas vous le donner à chaque fois, mais je vous donne quelques exemples. Eh bien là, le rétrocontrôle du cortisol, je vous le montre parce que c'est pas exactement comme ça qu'on l'imaginait, et c'est pas comme ça en général que vous voyez la plupart des systèmes de rétrocontrôle. Vous avez ici donc le neurone qui sécrète le CRH, ici, et puis vous avez donc ce contact avec le neurone qui vient contrôler donc cette libération de facteurs hypothalamiques, hein, puisque ce sont des neurones, ils sont en contact avec d'autres neurones. En fait, le cortisol vient par rétrocontrôle, hein, comme je vous l'ai indiqué ici, se fixer sur... il rentre dans le neurone qui sécrète les CRH, mais en fait, il inhibe pas directement, il inhibe en fait la synthèse la libération de glutamate par le neurone qui contrôle la sécrétion de CRH. Donc vous voyez, c'est un système un tout petit peu plus complexe. C'est pas le fait qu'il y ait du cortisol directement qui vient diminuer la synthèse, par exemple, directement de CRH. Simplement, ce cortisol rentre dans la cellule, hein, va stimuler des endocannabinoïdes, et c'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure sur l'effet des cannabis, hein, ils ont des effets, voilà. Et c'est ce système-là qui vient inhiber la libération de glutamate sur un neurone juste supérieur, et qui donc permet ce rétrocontrôle. Et vous imaginez bien que si on prend des substances qui sont proches des endocannabinoïdes, on va reproduire ce système,
et on va modifier, inhiber la sécrétion de CRH avec un certain nombre de conséquences donc, sur la synthèse d'ACTH puis de cortisol. Ce CRH est extrêmement important pour régler, là on en a la preuve directe, pour régler le côté circadien du système ACTH-cortisol, hein, qui est très important en pratique clinique. Voilà, vous verrez, à chaque fois que vous demandez un dosage de cortisol ou d'ACTH, il faut demander l'heure. Et on le demande à des heures précises, parce que sinon on ne peut pas l'interpréter. Pourquoi? Eh bien parce que c'est vraiment le CRH qui contrôle ça. On en a la preuve, au moins chez la souris, puisque si on invalide des souris on les rend incapables de produire du CRH, eh bien, il n'y a plus du tout de rythme circadien. Et c'est des souris qui ont des anomalies, qui font développer des anomalies, parce qu'il n'y a plus ce côté pulsatile de sécrétion de CRH, donc plus de pulsatilité de la sécrétion d'ACTH et de cortisol. Bon, rapidement, la GH-RH, hein, toujours le même principe. Simplement, vous voyez que là, la GH, je vous l'ai dit, est un système un peu plus complexe. D'abord qu'un système activateur et inhibiteur. Deuxièmement, la GH agit de différentes façons. Elle a des organes cibles. On reverra un petit peu tout à l'heure, mais c'est le foie. Et au niveau du foie, elle libère de l'IGF-1 et c'est l'IGF-1 qui agit sur d'autres organes. Et puis, elle agit sur certains organes directement, la GH. Mais le rétrocontrôle n'est pas, enfin, il est assuré et à la fois par l'IGF-1 et par la GH, qui viennent contrôler la sécrétion de ce facteur de croissance au niveau cérébral. Là encore, c'est pour vous indiquer simplement, on fait des tests des fois à la GH-RH pour vous indiquer les vitesses à lesquelles se font ces systèmes. Donc si on fait une seule injection, vous voyez, on a un pic de GH à 45 minutes qui ça dure 120 minutes. En revanche, si on fait de façon, alors ça on le fait surtout chez l'animal, si on injecte de façon continue de la GH-RH, ce que l'on observe, c'est que la GH va augmenter de façon continue. Et puis, il n'y a pas du tout de système de désensibilisation. Alors, quel est l'intérêt, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il existe des anomalies de sécrétion de la GH, et là je parle de l'hypersécrétion, éventuellement de la GH. Chez l'enfant, ça donne le gigantisme, chez l'adulte, c'est ce qu'on appelle l'acromégalie. Le plus souvent, c'est lié à des tumeurs de l'hypophyse, mais ça peut être lié à des dérèglements en amont, en fait, hein, au niveau hypothalamique, avec des dérèglements de sécrétion, une tumeur qui sécréterait du GH-RH en continu est capable d'entraîner un gigantisme éventuellement chez l'enfant. Cette sécrétion de GH, on va le revoir, varie au cours de la vie. Elle est importante très tôt, hein, chez le fœtus. Elle va augmenter progressivement, on va le voir tout à l'heure avec la GH, et puis elle va le diminuer lors du vieillissement. Et c'est un des signes de vieillissement, des signes précoces, et qui peut expliquer la façon très différente dont vieillissent les personnes, dont on vieillit tous. Cette GH est en plus dépendante, elle n'est pas la même en fonction du sexe, d'une part, hein, il y a une modification en fonction des sexes. Ça, c'est lié au fait que la GH la GH-RH est sous le contrôle et modifiée par les oestrogènes, la présence d'oestrogènes et de testostérone, donc ce qui explique des différences entre l'homme et la femme, et puis ce qui explique des différences aussi au cours de la vie, et puis ce qui s'accompagne au cours de la puberté aussi de ces pics que l'on va revoir tout à l'heure. Alors, pour la GNRH, je vous en dis un petit mot, simplement, parce qu'il existe deux gènes de la GNRH. Il existe deux gènes qui, un est exprimé dans le cerveau, c'est celui qui nous intéresse, et un autre qui est en dehors du cerveau. Donc, pourquoi il y a deux gènes? Simplement parce que les systèmes de régulation ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est celui qui est sur chromosome 8 chez l'homme. La fréquence à laquelle le gène RH est relargué va modifier le ratio entre LH et FSH. Je vous montrerai sur une autre diapo. Hein. Mais non seulement ça modifie la sécrétion, le gène RH modifie la quantité de FSH et de LH qui sont produites, mais il modifie aussi leur ratio. Et le ratio de ces deux hormones, LH et FSH, est importante pour modifier le fonctionnement sur les organes sexuels, en particulier sur l'ovaire, mais pas exclusivement.
Et en retour, hein, donc vous avez donc l'estradiol et la progestérone modifient également le système de pulsabilité du GnRH. Hein, donc c'est un système complexe. Voilà. Vous voyez là, en fonction de la pulsatilité du GnRH, hein, du facteur hypothalamique, si on fait un pulse par heure, vous voyez qu'ici, alors ce n'est pas les mêmes échelles à gauche et à droite, hein, puisque à gauche vous avez la concentration de LH, à droite vous avez la concentration de FSH. Hein, il y a un facteur 10 entre les deux. Mais de toute façon, vous voyez que si on donne de la GnRH une fois par heure, vous voyez qu'on a un certain niveau de LH et un certain niveau de FSH. D'accord ? Très bien. Si on passe à un pulse tous les 3 heures, on diminue, eh bien on augmente la sécrétion de FSH et on diminue la sécrétion de LH, ce qui fait que le ratio se modifie à l'opposé. Et si on repasse à un pulse par heure, on réaugmente. Et donc, toutes les modifications de ces sécrétions et de ces ratios que l'on voit, en particulier autour du cycle, intègrent et sont importants. Ils sont intégrés par l'hypothalamus et grâce au côté pulsatile de la GnRH. Hein, il ne suffit pas d'en avoir, ce n'est pas le fait d'avoir ou pas, enfin c'est important d'avoir ou pas de la GnRH, d'en sécréter ou pas, mais c'est la façon dont elle est sécrétée qui va modifier ce ratio, hein, entre FSH et LH. Voilà, ça c'est simplement donc pour vous, maintenant pour l'hypophyse, on quitte l'hypothalamus, on passe dans l'hypophyse, donc dans l'antéhypophyse plus exactement, pour regarder un peu plus en détail les hormones qui sont sécrétées par cette antéhypophyse. Et vous voyez d'emblée que ces hormones sont sécrétées dans l'antéhypophyse par des cellules, par des types cellulaires différents. Ce sont des populations différentes. La TSH, qui agit sur la thyroïde, hein, ce que je vous ai dit, la CTH sur la surrénale, le cortex surrénalien, la FSH et la LH sur les organes sexuels, la prolactine sur le sein, mais pas seulement, ça a d'autres, je vous en dirai, ça a des effets aussi chez l'homme, et la GH, qui peut agir soit directement sur le muscle et les os, mais également elle agit sur le foie pour libérer l'IGF-1. Bon, pourquoi différents types de cellules? Et puis c'est pour introduire tout à l'heure une petite notion sur une des pathologies, c'est parce que ces cellules qui sont présentes dans l'antéhypophyse ont des précurseurs communs, mais se différencient assez tôt. Elles se différencient assez tôt, ce qui va permettre à certains gènes de s'exprimer et pas à d'autres. C'est le cas par exemple de la CTH, et on va y revenir tout à l'heure, dans le cas d'une pathologie hein, qu'on appelle la maladie d'Addison, et on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maladie. Et puis, donc voilà, la CTH avec un gène, la pro-opiomelanocortine, qui est aussi dû à cette différenciation. Ils ont un même système. Et puis, on va retrouver au niveau de la peau et au niveau voilà, des précurseurs communs. Avec, là, ce qui va être sécrété, ce n'est pas de la CTH, c'est de l'alpha-MSH. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Je vous dis ça. Mais voilà, pourquoi on a ces systèmes et pourquoi c'est important en pathologie, parce qu'elles ont les mêmes précurseurs au départ, même si elles ne vont pas finir au même endroit. Et puis par maturation successive, par différenciation successive, vous voyez qu'il y a la LH et la FSH qui viennent d'un secteur particulier, et puis ces trois groupes ici qui concernent la TSH, la GH et la prolactine, qui elles sont beaucoup plus proches, hein, qui diffèrent simplement par le fait qu'une va exprimer un facteur de transcription GATA2, on va plutôt aller vers la TSH, et l'autre un autre facteur de transcription qu'on appelle PIT1, qui font plutôt faire sécréter de la prolactine. Sinon, elles sont relativement proches, hein, c'est simplement finalement la présence d'un facteur de transcription dans la cellule qui va les orienter vers telle ou telle différenciation. Elles sont beaucoup plus proches entre elles que ces autres cellules. Ces cellules anti-hypophysaires, voici leur rôle, comme je vous les ai donné tout à l'heure pour les facteurs surrénaliens. Vous avez donc l'hormone, les cellules qu'on appelle cellules corticotrophes. Les cellules corticotrophes représentent en gros, c'est celles qui sécrètent la CTH, elles représentent 15% de la population des cellules de l'antéhypophyse, à peu près, dans des conditions normales. Elles sécrètent de la CTH qui va agir sur différentes structures. Alors, je vous ai mis là, j'y reviendrai tout à l'heure, ça, c'est ce qui se passe dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, la CTH surrénale. Et puis je dirai tout à l'heure un petit mot sur la MSH et les mélanocytes. Et ça va nous ramener donc à la notion que je vous ai introduite sur la diapo précédente. Les
Cellules thyrotrophes, elles représentent 5%. Donc vous voyez, hein, très peu. Elles sécrètent la TSH, beaucoup moins, et pourtant, on sécrète beaucoup de TSH tous les jours. Injection sur la thyroïde. Les cellules gonadotrophes, c'est 10%. Donc LH fait ça sur les gonades. Les cellules somatotrophes, c'est 50%. La moitié de notre antéhypophyse est constituée de cellules qui vont libérer de l'AGH. Toute cette importance, et ça tout autour de la vie, et là, ça touche tous les cellules. Et puis les cellules lactotrophes, normalement, dans les conditions normales, c'est seulement 15% des cellules. Et vous voyez qu'elles ne sont pas réparties, comme je vous disais, hein, c'est ce que je vous montrais, elles proviennent, c'est un système clonal, c'est-à-dire il y a un moment, il y a des cellules souches qui se divisent et qui ensuite font, il y a des facteurs de transcription qui apparaissent et donc qui permettent une différenciation dans un type ou dans un autre, ce qui veut dire que cette différenciation clonale fait qu'elles ne se sont pas réparties n'importe comment dans la cellule, il y a des zones dans lesquelles on sécrète de la prolactine, de la GH, de la CTH ou de la TSH. C'est simplement dû à ce que je vous montrais sur une des diapos précédentes, sur ces facteurs de transcription. Ça, ce sont dans les conditions normales, et donc ce qui explique que parfois on voit des tumeurs qui se développent simplement aux dépens d'une seule de ces espèces. Les plus fréquentes sont les tumeurs liées à des cellules qui sécrètent de la prolactine, mais on peut en voir sur n'importe quel élément, bien évidemment. Bon, ça, vous le reverrez, ça reprend en gros ce que je vous ai dit jusqu'à présent, donc l'hypophyse antérieure qui sécrète donc les différents éléments. Globalement, je vous l'ai déjà dit, ça c'est simplement pour vous, quand vous allez revoir que ce soit clair, hein, vous devez connaître, bien sûr, c'est pour ça que j'insiste et que je vous le remets plusieurs fois, vous devez connaître ces axes. Le facteur hypothalamique, le facteur hypophysaire, qui est sécrété, les organes cibles, et puis certaines des fonctions, mais ça, les certaines des fonctions, ce sera dans d'autres cours. Hein, mais vous devez connaître absolument ce système de régulation. Donc je vous l'ai déjà présenté, je ne vous le détaille pas, mais c'est pour vous fixer les idées. Juste un petit point sur ce que je vous disais tout à l'heure sur la synthèse d'ACTH, là encore pour vous permettre ultérieurement d'intégrer un certain nombre de données. L'ACTH, elle est en fait sécrétée, fabriquée par un gène qu'on appelle le gène de la propiomélanocortine, POMC. C'est un gène qui permet la production d'un grand peptide. Et vous voyez que l'ACTH, ça représente qu'une toute petite partie dans ce système. Et qu'en fait, ce gène est exprimé dans différentes cellules, pas seulement dans le cerveau. En particulier, il y en a dans la glande pituitaire aussi. Enfin, il y en a, c'est ce qui nous intéresse dans la glande pituitaire, mais il y en a dans le cerveau, mais il y en a dans la peau aussi. Dans les conditions normales, au niveau de la glande pituitaire, ce qui nous intéresse, donc tout ce peptide est synthétisé, mais comme il existe des enzymes qui sont spécifiquement synthétisées, présentes dans la glande pituitaire, il va y avoir un clivage de ce gros peptide ici, de façon à produire exclusivement de l'ACTH. Dans d'autres structures, comme par exemple dans la peau, ou dans le cerveau, il y a d'autres enzymes, c'est une autre enzyme ici qu'on appelle PC2, qui en plus de PC1 est exprimée et qui empêche la synthèse d'ACTH, mais qui permet la synthèse de l'alpha-MSH et de CLIP. On va garder que alpha-MSH pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est qu'en fait, l'alpha-MSH, c'est ce qui permet aux cellules de la peau de synthétiser de la mélanine. C'est ce qui nous fait bronzer dans les conditions normales s'il y a des UV. Alors quel est le rapport avec ça ? Vous allez voir. Nous sommes ici donc dans l'axe qui sécrète l'ACTH avec l'hypothalamus, hein, sécrétion CRH, sécrétion d'ACTH. Dans les conditions normales, l'ACTH donc est sécrété à partir de ce gène, comme C, et puis il agit sur les glandes surrénaliennes. Voilà, ça c'est les conditions normales. Et il y a un récepteur de haute affinité qu'on appelle MC2R, hein, qui est le récepteur de l'ACTH. Et puis sur la peau, il y a un autre récepteur qu'on appelle MC1R, qui est un récepteur de l'ACTH, mais à faible affinité. Pourquoi ? Parce que ce récepteur, en fait, faible affinité pour l'ACTH, parce qu'en fait, ce récepteur, il a comme agoniste l'alpha-MSH, qui est sécrété par les cellules de la peau. Lorsqu'on a des UV qui arrivent, hein, on stimule ce gène, on stimule les sécrétions d'alpha-MSH, qui vient se fixer sur le récepteur MC1R,
qui déclenche la synthèse de mélanine. Tout va bien, la CTH n'a pas assez d'affinité, eh ben, c'est la MSH qui rend son rôle, il n'y a pas de problème. Puis il y a une maladie, qui est la maladie d'Addison, dans laquelle la glande surrénalienne sur laquelle agit la CTH ne fonctionne pas. On en reparlera lorsqu'on fera la surrénale. Eh bien, dans ces conditions, le niveau d'ACTH, à cause des rétrocontrôles que je vous ai décrits jusqu'à présent, s'il n'y a plus de rétrocontrôle par le cortisol, eh bien, aussi bien au niveau hypothalamique qu'au niveau hypophysaire, ceci aboutit à une hypersécrétion, in fine, d'ACTH. La concentration d'ACTH augmente, et le cortisol est bas, et cette augmentation de l'ACTH vient stimuler, ici, ce récepteur. Et donc, produit un état de... On est bronzé. On est bronzé, mais on n'est pas en bonne santé, parce qu'on n'a pas de cortisol, on a trop d'ACTH, parce que la surrénale ne marche pas. Donc c'est une pathologie. Alors il paraît que, pour la petite histoire, Kennedy, son côté bronzé, était dit en fait qu'il avait une maladie d'Addison, semble-t-il, parce que, et c'est pas parce qu'il allait au soleil, c'est simplement parce qu'il avait une pathologie, voilà, il avait une ACTH trop élevée, c'est ce qui est dit, du moins, je n'étais pas son médecin personnel, donc je n'en sais pas plus que ce qui en est dit dans les rubriques. Mais retenez ce point-là, la pigmentation cutanée, et c'est ce point, peut être un signe d'augmentation de la CTH. Et si la CTH est augmentée, il faut comprendre pourquoi. On analysera ça quand on fera la surrénale. Le niveau d'ACTH, bon ça c'est pour vous rappeler que comme le cortisol, voilà, le niveau d'ACTH il varie au cours de la journée. Vous voyez, quand on dort, il monte progressivement de façon à précéder la synthèse de cortisol qui sera maximale à 8 heures. Je vous ai mis ici quelques éléments donc, qui régule la synthèse d'ACTH, en particulier le cortisol, le réveil. Je vous ai parlé des désordres psychiatriques, je ne vais pas réinsister, je vous les ai présentés pour d'autres, voilà, mais c'est la même chose. Le fait que l'hypothalamus contrôle le CRH et donc fait qu'un certain nombre d'anomalies, de la dépression, l'anxiété, sont capables de modifier également notre sécrétion d'ACTH et donc de cortisol. Vous les reverrez, vous avez les diapos. De toute façon, ce n'est pas la peine que... Voilà. Quelques mots rapides sur les gonadotropines, la FSH et la LH. Voilà, ce sont des rythmes... Alors, il y a différents types de rythmes. Je vous avais dit des rythmes circadiens. C'est à l'état basal. On a 7 à 10 pics par jour. Et puis, cyclique, et là, c'est chez la femme, essentiellement, exclusivement, que ça apparaît, suivant le cycle mensuel. Donc, le ratio FSH-LH n'est pas le même. Après la puberté, bien évidemment. Et puis, donc, variation au cours de l'âge. Puisqu'en prépubertaire et en postpubertaire, c'est pas la même chose, et après la ménopause, c'est pas la même chose chez la femme non plus. Vous verrez ça, vous avez des cours spécifiquement pour ça. Sa FSH et la H sont deux hormones très proches. Elles ont une sous-unité en commune qui est la sous-unité alpha, et une sous-unité qui leur est propre, qui est la sous-unité bêta. Et elles ont chacune de ces hormones ont un récepteur propre, situé donc en particulier sur les organes sexuels, que ce soit les testicules ou les ovaires. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est simplement pour que vous l'ayez en tête à chaque fois, pour que vous vous rappeliez des rétrocontrôles, parce que j'insiste, vous devez connaître l'axe et les rétrocontrôles par cœur. Le message est clair. Voilà, très rapidement, donc le FSH et l'H, là encore, vous aurez un cours sur leurs effets. Ils agissent en particulier, alors ils ont différentes actions, mais en particulier sur la croissance folliculaire à l'état basal. Vous savez, il y a deux niveaux. Il y a de la croissance folliculaire basale, c'est le nombre de follicules qui se multiplient, puis après, le fait qu'ils grossissent. Et au cours de chaque cycle, un certain nombre d'entre eux va s'engager, va grossir pour donner un ovule éventuellement. Eh bien, ceci est sous la dépendance de la FSH et de la LH. Vous avez une illustration ici. Donc, chez la femme, vous voyez ce pic de FSH et de LH, et que le pic de FSH et de LH induit l'augmentation de diamètre du corps jaune, du follicule dans le corps jaune. C'est vraiment induit par ce pic de FSH et de LH. Là encore, contrôle, c'est le système de rétrocontrôle dont je voulais vous parler, donc je vous en ai déjà parlé, c'est que la FSH et la LH sont responsables de la production de testostérone et de stradiol, et que
on peut le montrer expérimentalement. Hein, on modifie, hein, c'est ce système de rétrocontrôle de la LH en particulier, qui est sensible à la testostérone et à l'ostradiol. C'est un système, on modifie, on est capable, en injectant de l'ostradiol ou de la testostérone, on est capable d'abolir les effets de pic, ce que je vous montrais tout à l'heure, ces pics. Eh bien, si on produit de la testostérone, si on injecte de la testostérone ou de l'ostradiol, on a une diminution de ces pics, donc dû à des systèmes de rétrocontrôle. Je vous l'indique simplement parce qu'en pathologie, dans certaines pathologies, c'est important, mais bon, ça je vous le mets, vous n'avez pas besoin de, voilà, simplement dans un coin de votre tête pour plus tard. La prolactine donc est une hormone qui a pas de, voilà, qui comme les autres, hein, est assez complexe et on a une protéine qui est découpée, hein, qui reçoit un découpage, mais globalement c'est un gros peptide, hein, c'est quasiment 200, hein, 199 acides aminés, dont les fonctions principales sont les organes sexuels. Elle agit, en particulier, elle est importante au moment de la lactation, donc elle agit sur l'ovaire au cours du cycle. La prolactine est importante, il n'y a pas que la FSH et la LH, elle est importante pour la maturation des ovocytes. Mais vous avez, je crois que c'est Isabelle Fajac vous fera un cours directement là-dessus, donc je ne vais pas insister. Elle agit sur l'utérus également, importante, hein, elle augmente la progestérone et les récepteurs de la progestérone E2. Elle est importante, très importante pour la glande mammaire. Là encore, elle augmente la synthèse de progestérone et des récepteurs, et elle est importante pour la différenciation de la glande mammaire. Et au moment de la grossesse, hein, lorsque, sous l'influence hormonale, il y a augmentation du volume mammaire et développement des volumes mammaires, la prolactine joue un rôle important. Elle est également importante chez l'homme, ce n'est pas qu'une hormone qui existe chez la femme, hein. Elle est importante pour les testicules, elle est importante pour la stéroïdogénèse, hein, et elle contrôle, elle participe à cette fonction, et elle est également importante dans la prostate, et en particulier dans la croissance, dans l'hypertrophie de la prostate, voire dans certains cancers prostatiques, puisqu'elle va contrôler l'expression des androgènes et de leurs récepteurs. Hein, et les récepteurs aux androgènes dans la prostate sont contrôlés par la prolactine. Donc une des voies d'action dans le traitement. Vous savez que certains cancers, vous ne le savez pas encore, mais vous l'apprendrez, certains cancers dans la prostate donc, sont très sensibles aux androgènes, pas tous. Eh bien, c'est une façon d'agir également, c'est de contrôler cette sensibilité en contrôlant le niveau de prolactine. Pourquoi la prolactine est un peu différente? Elle diffère de tous les facteurs dont je vous ai parlé jusqu'à présent, parce qu'elle va, avec un autre dont je vais vous parler tout à l'heure, elle agit sur des récepteurs tyrosine kinase. Les récepteurs tyrosine kinase, on en a déjà parlé. En particulier, le récepteur de la prolactine active le système JAK2, hein, qui a pour conséquence, et surtout ça que vous devez retenir, hein, c'est que c'est un rôle sur la différenciation et la prolifération. Donc, toute augmentation de sécrétion de la prolactine a pour effet, et je vous l'ai dit tout à l'heure, d'augmenter au niveau de la glande mammaire le tissu et de permettre le développement de la glande mammaire en vue de l'allaitement. Mais c'est également la même chose qui se passe au niveau de la prostate, hein. Ça peut augmenter le volume de la prostate, voire stimuler, hein, en cas de cancer, stimuler la sensibilité aux androgènes. Cette hormone est capable d'augmenter non seulement la taille, mais je vous parlais de différenciation, elle est capable également de permettre à la cellule mammaire de produire du lait. Pour produire du lait, il faut qu'il y ait de la prolactine. Pourquoi? Parce que de façon très simple, elle permet la synthèse de toutes les protéines qui seront présentes dans le lait, mais également des enzymes qui vont permettre de produire les substances qui doivent être présentes dans le lait. C'est-à-dire lactose, synthèse de lipides, hein, modification des différents glucides, et puis des protéines, donc comme la caséine. Donc voilà, c'est un point important. Et je vous le disais tout à l'heure, quand une hyperproduction de prolactine, lorsqu'elle était normale, lorsqu'on a des tumeurs hypophysaires à la prolactine, un des signes, en dehors éventuellement de signes locaux de compression, c'est l'apparition d'une galactorée qui peut apparaître chez l'homme comme chez la femme.
Bon, je vais passer rapidement là-dessus, parce que comme on a commencé un tout petit peu en retard, sinon je ne vais pas avoir le temps de vous montrer l'ensemble des éléments. Simplement, donc ça c'était pour vous montrer le système de rétrocontrôle au moment où l'enfant, le nouveau-né, tète sa mère, quelles sont les hormones qui sont impliquées et qui interviennent, donc qui sont des hormones de l'axe hypophysaire, hypothalamo-hypophysaire. Hein. Vous avez l'ocytocine, et vous avez donc la prolactine, qui sont les deux éléments. Donc, au niveau de la partie, au niveau de l'hypothalamus, donc sécrétion d'ocytocine dans la part, enfin, de l'hypothalamus, les neurones de l'hypothalamus qui descendent dans la neurohypophyse. Bon, sécrétion d'hypophyse, ça c'est stimulé par la succion du téton par le nouveau-né. Et vous avez également sécrétion en même temps inhibition de la dopamine, augmentation de synthèse de prolactine et production donc de lait. Donc c'est un système qui est auto-entretenu grâce au système hypothalamique, grâce à la prolactine et grâce à l'ocytocine. L'allaitement, une femme n'allaite que s'il y a une stimulation du système d'allaitement. Sinon, ça s'arrête. Et le fait qu'il y ait des prolactines élevées, ce que je vous disais tout à l'heure, ça entraîne aussi une aménorrhée. Je suis passé rapidement tout à l'heure, mais quand la femme allaite, il y a normalement un arrêt des règles. C'est pour ça que ça a été utilisé à une époque comme moyen contraceptif, pas toujours très efficace, mais voilà, et que les femmes allaitaient pendant très longtemps leurs enfants pour éviter d'avoir de nouveau, et ça avait même interdit par l'Église pour certains, ceux qui suivaient. Voilà, on disait au bout de 6 mois, vous arrêtez d'allaiter, sinon les femmes, elles pouvaient allaiter, et ça vous explique pourquoi, les enfants pendant 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Donc c'est un système, pas pour nourrir l'enfant, hein, à d'autres visées. Donc ça s'explique simplement par ce système hormonal. Hein. On stimule par ce système de l'ocytocine, de la prolactine, et ça modifie l'ensemble du système hormonal chez la femme. Rapidement, donc l'hormone de croissance, vous voyez que c'est une très grosse protéine qui a plusieurs rôles. Un rôle sur la croissance, mais également un rôle sur le métabolisme. On le reverra, je vous en dirai en particulier 2 mots, lorsqu'on fera l'étude sur la glycémie. On verra que l'hormone de croissance est une hormone importante pour le maintien de la glycémie. Elle agit, je l'ai dit plusieurs fois, donc on va passer aussi rapidement là-dessus. Elle agit sur le foie et elle agit pour libérer de l'IGF-1 qui exerce un rétrocontrôle, l'IGF-1 sur la production d'hormones de croissance, hein, et en particulier en modifiant la sécrétion de somatostatine. Et puis, elle agit également, elle a des effets propres, la GH, avec des récepteurs de la GH qui sont également présents dans le muscle et le tissu adipeux en particulier, puis bien sûr dans le foie. C'est un système, là encore, la GH, c'est un système qui active également un système tyrosine kinase, donc JAK2, et qui a donc différentes propriétés de prolifération et de différenciation. Je vous ai mis un petit résumé ici pour ceux qui sont intéressés des différents voies de signalisation qui sont impliquées, des conséquences en aval que vous reverrez peut-être dans différentes pathologies ultérieurement. Cette hormone de croissance, simplement pour vous, c'est le point est ici, cette hormone de croissance, elle varie, cette sécrétion, j'insiste là-dessus, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, elle varie au cours de la vie. Elle varie de 2 façons. D'une part, d'abord, vous voyez qu'on en sécrète depuis la naissance, mais qu'il y a un pic, bien sûr, à l'adolescence, ça encore on peut le concevoir, mais qu'elle ne revient pas à 0 après, c'est pas parce qu'on a fini de grandir qu'on n'a plus d'hormones de croissance, elle continue, et que la diminution, au contraire, de la concentration plasmatique d'hormones de croissance est un signe de sénescence, qui n'arrive pas à la même vitesse chez tous les sujets, qui a des conséquences physiques, c'est-à-dire, c'est pour ça que vous voyez, il est proposé, hein, alors relativement peu en France, mais c'est beaucoup utilisé aux États-Unis, des gens qui se font des injections d'hormones de croissance. Alors parce qu'ils ont 80 ans, 90 ans, 80 ans, ils veulent là. Ça permet le maintien de la masse musculaire en particulier. C'est aussi pour ça que c'est utilisé comme dopant. Enfin, ça ne l'est plus parce qu'on la détecte, mais sinon, c'était ce principe-là. Donc, indépendamment de l'effet sur la croissance, ça a un effet de différenciation et de maintien de la qualité d'un certain nombre d'organes, en particulier des muscles. Ça, c'est au cours de la vie. Et puis, si on regarde au cours de la journée, ce que je vous disais, je vous ai déjà dit auparavant, mais j'insiste là-dessus, c'est sur le fait qu'au cours de la journée ici,
Voilà. Là, on est chez un enfant. Chez un enfant, donc on est dans cette portion-là. Chez un enfant, mais c'est vrai aussi chez l'adulte. Hein, on a même chez l'adulte, on a des pics qui surviennent la nuit. Donc dormir, c'est permettre à l'hormone de croissance d'agir, hein, c'est vrai particulièrement au cours de la croissance de l'enfant, mais c'est vrai aussi chez l'adulte. Ce rôle important, hein, des troubles du sommeil sur le développement et l'énergie globale tient en particulier à, entre autres, à cette incapacité à réguler après les niveaux de GH. Voilà, je pense que c'est fini, donc on va s'arrêter là. Voilà, on le reverra ça, c'est sur la réponse au... On le reverra quand on verra la glycémie.